Bienvenue tout le monde dans un nouvel épisode de Questions de Perspective Plus, dans lequel j'avais envie de vous parler de la suite d'HouseFX et de PowerFX. Évidemment, c'est pour faire suite un peu au podcast que j'ai fait avec Jean-Michel, dans lequel on vous expliquait le début du reboot des X-Men. J'avais envie de vous mettre en perspective un peu toutes les trames qui ont sorti depuis, pour que si vous avez envie d'en lire une, vous sachiez par laquelle commencer, évidemment laquelle vous correspond le plus. Et sur ce, bonne écoute! Donc pour commencer, on a souvent dit dans la vidéo d'HouseFX et PowerFX que maintenant les mutants vivaient sur une île qui s'appelait Krakoa, et plus précisément que cette île était dirigée par une agence gouvernementale qui avait été mise sur place par Magneto et Charles Xavier, et rapidement ce conseil-là prend le nom du Quiet Council. Le Quiet Council, je vais commencer en vous nommant ceux qui en font partie, parce que peu importe quelle trame des nouveaux X-Men que vous allez lire, ils vont faire référence à ces 12-là, et ils vont aussi avoir des allusions directes, des scènes où certains personnages de toutes les trames vont finir par passer par le Quiet Council, soit pour discuter d'un point, soit pour discuter d'une menace, pour se faire réprimander et autres. Donc pour commencer, le Quiet Council il est séparé en 4 organes vitaux qui ont tous 3 membres. Le premier organe s'appelle l'Automne et il est représenté par Professeur X, Magneto et Apocalypse. Après ça, on a l'Hiver qui est représenté par Mr. Sinister, Exodus et Mystique. Après, pour le faire directement opposition, on a l'été avec Storm, Jean Grey et Nightcrawler. Évidemment, c'est les 3 qui ont été entraînés par Charles Xavier probablement pour balancer d'un niveau de valeur les 3 autres qui ont mis de l'autre bord en hiver. Et pour terminer, il y a le printemps. Le printemps est représenté par le Black King Sebastian Shaw, la White Queen Emma Frost et la Red Queen Kitty Pryde. Ces 12-là ensemble sont au conseil pour représenter l'ensemble des mutants et l'ensemble des décisions de Krakoa. Et qui plus est, Krakoa a aussi une place au conseil parce que comme ils vivent sur Krakoa, Krakoa a comme un droit de veto sur tout ce qui se passe au conseil, mais majoritairement il reste silencieux, il fait plus les écouter. Et comme Krakoa est au conseil, Cypher n'a pas le choix d'être au conseil, comme c'est la seule personne qui peut comprendre Krakoa directement et être capable d'interpréter ses pensées et du moins les communiquer au reste du conseil. Le conseil a décidé d'élire 4 grands capitaines de guerre, les voici: Cyclops, Gorgon, Bishop et Magic, c'est 4 mutants qui ont déjà prouvé leur capacité à des One-Man Army ou des One-Woman Army, des personnes avec des pouvoirs excessivement forts capables d'éliminer beaucoup d'opposition. Donc comme j'avais dit, ce Quiet Council-là sert de gestion ou d'organe respiratoire à tout le reste qui se passe dans la trame du reboot. C'est eux aussi qui décident comment se passe la liste de résurrection pour les 5. C'est eux qui décideraient s'il y avait de nouveaux règlements. C'est pas mal ça. On va donc commencer avec la trame numéro 1 qui a été créée après le reboot. Évidemment, elle s'appelle X-Men. X-Men classique. Dans la trame X-Men, on suit principalement Cyclops. Il vit sur la Lune, dans un habitat créé par une des fleurs de Krakoa. Krakoa a mis plusieurs nouvelles plantes en existence, dont celle-ci qu'on avait un peu parlé précédemment, qui était une plante portail, qui permet qu'une fois plantée, ça devient une sorte de porte que juste les mutants peuvent traverser. Puis, s'ils pensent à l'endroit où ils veulent aller, ou du moins à l'autre porte qu'ils veulent se rendre, ils apparaissent automatiquement dans cette autre porte-là. Un peu comme les Stargate, si vous l'avez déjà vu, la série. Une porte avec une énergie étrange qu'on peut juste traverser dans certaines conditions pour aller à un autre endroit qui peut être vraiment loin en un instant. Un autre des plantes de Krakoa est la plante Habitat. Krakoa permet aux mutants d'avoir exactement l'habitat souhaité en plantant des plantes qui vont produire et terratransformer n'importe quel endroit pour qu'il soit vivable aux mutants. Ainsi, en servant de ces plantes-là, ils ont réussi à prendre un petit endroit de la Lune et à le coloniser. La résidence sur la Lune est appelée la Summer House, et on peut y retrouver entre autres Cyclops, Jean Grey, Wolverine, Prestige, Cable, Havok et Vulcan. Comme l'endroit est sur la Lune, il sert de lieu de première réponse aux mutants pour tout problème ou arrivée qui viendrait de l'espace. C'est un peu l'équivalent de SWORD ou l'équivalent de ce que SHIELD fait un peu dans les films du MCU. Ils veulent juste avoir une façon de, s'il y a des vaisseaux extraterrestres qui arrivent, ils soient capables de les identifier en premier, puis pas d'avoir à attendre que la planète Terre les avertisse du problème, qu'ils soient eux capables de désamorcer le problème ou de réagir au problème de prime abord. Dans cette trame de BD, du moins au travers les BD, on suit principalement Cyclops et ses alliés qu'il prend au travers des missions. Il change toujours son roster
Une fois que Cyclope a changé ses rosters, il s'en va dans les endroits les plus mystérieux de l'île, du moins c'est ça sa première mission, de s'assurer que partout sur Krakoa, on sache qu'est-ce qui se passe, parce que c'est une île étrange avec des mystérieuses complications, disons. Dans la trame de X-Men, on peut aussi voir Magneto et Charles Xavier qui flexent leur nouvelle amitié dans la face de l'humanité. C'est vraiment satisfaisant. Voir les deux qui ont une attitude. Magneto qui est un peu plus posé, mais qui reste un peu, pas agressif, mais persuadé que la race mutant est supérieure aux humains, mais qui est capable de le dire sans cracher sur d'autres humains, puis qui est capable de le dire sans s'enflammer, puis toutes les détruire à coups de barre de métal, avec un Charles Xavier qui est vraiment moins doux, lui, qui est beaucoup plus incisif dans ses demandes, comme on est tanné de se faire marcher ses pieds, puis c'est comme ça que ça marche maintenant. Puis voir ces deux mutants-là en power position, en train de faire des power moves, c'est très, très, très satisfaisant. Puis la trame X-Men sert surtout de trame principale qui tient toutes les autres trames ensemble. C'est pour ça qu'elle est surtout constituée de plus petites histoires qui se terminent souvent en une ou deux BD. Dans la prochaine trame Marauders, l'on suit principalement Kate Kitty Pryde dans ce qui se trouve être la thématique pirate des X-Men. Et oui, Kate se retrouve à être la seule mutante qui est incapable de traverser les portails offerts par les plantes Krakoan. Elle se fait alors approcher par la Hellfire Company et plus précisément Emma Frost pour se faire proposer un rôle primordial dans le succès de Krakoa. Elle aurait comme mission d'aller dans tous les pays qui refusent de laisser partir leurs mutants et d'aller les libérer tout en s'assurant que les marchandises de Krakoa, les plantes plus précisément, seraient distribuées dans les pays qui refusent les méthodes plus légales d'échange. Son équipe est constituée de Storm, Bishop, Iceman et Pyro, tout récemment ramenés à la vie. Dans la trame des Marauders, l'on suit beaucoup aussi Emma Frost et Sebastian Shaw, alors que les deux membres du conseil s'occupent de l'économie de l'île au travers de multiples échanges plus tendus les unes que les autres. Si vous aimez les échanges politiques et économiques, les backstabs ou la piraterie, cette série est pour vous. Elle fait en ce moment partie de mes top 3 des séries X-Men parce que Kitty Pryde est enfin vraiment badass. Elle a arrêté d'être un peu plus en retrait, un peu plus douce. Maintenant, elle est là pour libérer les mutants qui peuvent pas s'être libérés eux-mêmes, qui sont capturés par des pays beaucoup plus agressifs avec la méthode mutant. Puis c'est vraiment satisfaisant à voir aussi toutes les intrigues politiques, comment Emma Frost et Sebastian Shaw manipulent les humains tout en essayant de se manipuler eux-mêmes pour garder le bon vieux concept de la Hellfire Company où l'argent est toujours plus important que tout, puis que la loyauté réside dans l'argent, mais aussi dans les liens qu'on tisse au travers des deals qu'on fait. Toute cette mécanique-là politique est très, très, très intéressante. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, lancez-vous. À mes yeux, c'est vraiment un chef-d'œuvre. En plus, les dessins sont magnifiques. Puis Kitty Pryde se promène avec un dragon. Rien de plus à aimer. J'en suis avec Excalibur. Excalibur, c'est la trame qui a la saveur la plus fantastique, épée et sorcellerie au rendez-vous. Cette trame lie Krakoa au fantastique monde de l'Otherworld, dirigé par la puissante Saturnine. L'équipe d'Excalibur est dirigée par Elizabeth Braddock, qui vivait anciennement dans le corps de Quanon Psylocke. L'histoire commence alors qu'Elizabeth devient Captain Britain au lieu de son frère et se voit dans l'obligation d'aller régler un conflit dans le Kingdom of Avalon, un kingdom qui appartient à l'Otherworld. Dans son équipe, elle a Rogue, Gambit, Rictor, Jubilee et Apocalypse. Si vous aimez les trames dans d'autres dimensions, si vous aimez les conflits à saveur médiévale, cette série est définitivement pour vous. Retour à l'avant-plan de Rogue et Gambit, en plus de vous montrer enfin comment vit et se conduit Apocalypse sur sa nouvelle île et dans son nouveau rôle de membre du conseil. Dragon, magie, combat d'épée et pouvoir mutant dans un design artistique magnifique. Je vous le conseille, comme je dis, si vous aimez tout ce qui sort de l'ordinaire, si vous voulez voir un bébé se transformer en dragon, vous voulez voir des combats entre des druides puis des mages, des witches qui se déchaînent, le retour de plusieurs sorcières mythiques, allez-y. C'est pour vous. On enchaîne donc avec New Mutant. Dans cette série, l'on peut suivre les habitants de l'habitat d'Academos, qui sont surtout des membres du groupe New Mutant d'origine. Cette série alterne surtout entre l'action spatiale, surtout dans le Shi'ar Empire, et comment les plus jeunes des mutants s'adaptent à leur nouvelle vie sur l'île de Krakoa. Si vous aimez suivre de très grands groupes de héros, cette série est pour vous, comme l'équipe est trop grande pour que je vous la name drop. Magic et Cypher sont évidemment de la partie. Si vous aimez les histoires un peu plus légères et moins dramatiques, dans un design artistique qui se fait très rafraîchissant par sa différence avec les autres BD, vous serez ravis d'aller lire New Mutant. Pour faire opposition à cette trame un peu plus légère, on suit avec X-Force. Cette série est nulle autre que la CIA du Mutant World.
La moitié de l'équipe s'occupe de l'intelligence et du renseignement, alors que l'autre s'occupe de frapper fort et précisément. Beast, Jean Grey et Sage d'un côté, alors que Wolverine, Domino et Kid Omega s'occupent de frapper où il le faut. Les deux équipes s'occupent d'être à la ligne de front de la défense de Krakoa. Cette série est une des plus noires des reboots. L'on suit comment ce travail difficile dans une île qui est censée être l'utopie pour tous les mutants peut se retrouver être très ardu pour le mental de nos héros. Si vous aimez les enquêtes, la manipulation et des combats plus violents et brutaux les uns que les autres, cette série sera vous plaire sans aucun doute. Elle fait en ce moment partie de mes 3 préférés. En ce moment, elle fait partie de mes 3 préférés parce que Domino est en team avec Wolverine et c'est un duo de personnes que j'adore. Parce que Domino est une personne qui a toujours eu la chance de son côté, alors qu'on peut dire d'une façon que Wolverine n'a jamais eu la chance de son côté. Ainsi, vous pouvez voir toute l'évolution qui va se passer entre les deux, qu'est-ce qui va se passer dans la vie de Domino qui va devoir la faire revoir sa façon de penser, et comment enfin Wolverine et Domino vont clasher tout au long. Et puis ça, c'est juste de ce qui se passe évidemment du côté de la Special Ops, parce que niveau manipulation, vous serez servi du côté intelligence. Si vous voulez voir Beast d'un côté qu'on l'a encore peu vu, X-Force sera pour vous. C'est 6 personnages qui ont un certain lourd passé, qui n'ont pas la meilleure facilité à partager leurs émotions, ni à communiquer avec les autres, ce qui fait d'eux autant une troupe dangereuse pour eux-mêmes que pour leur adversaire. Très, très, très divertissant. Ensuite, on a la trame Fallen Angel. Fallen Angel, si vous avez toujours été un fan de Psylocke, vous allez être servi comme elle est le point central de cette histoire. Quanon, de son prénom, qui avait son corps partagé avec Elizabeth Braddock, se retrouve enfin la seule et vraie Psylocke pour la première fois depuis longtemps. L'on peut alors la suivre alors qu'elle essaie de se réconcilier avec son passé compliqué. Dans sa quête, elle trouve des liens communs avec Cable et X-23 qu'elle prend alors dans son équipe. Série qui met aussi de l'avant Magneto et Mr. Sinister et comment ces deux membres du conseil se comportent avec les habitants de Krakoa et plus précisément avec notre trouble Psylocke. Une trame qui rejoint 3 personnages en quête de vengeance pour une raison ou pour une autre. Des personnages qui sont tous en quête de leur propre identité au travers leur existence et la découverte de leur but sur cette île pour tous les mutants. Si vous aimez l'emphase sur le développement personnel et des personnages qui struggle avec la rage qui vit en eux, cette série est pour vous. Et maintenant, Wolverine. Wolverine, évidemment, comme vous pouvez vous en douter, cette série est sur notre cher Wolverine. Alors que dans le nouveau reboot, l'on peut le voir en arrière-plan ou en second plan dans plusieurs trames, celle-ci est à propos de lui et uniquement lui. L'on peut le voir se promener au travers de plusieurs types d'enfers à la recherche constante de ce qu'il est et ce à quoi il sert. Si vous aimez les classiques bons Wolverine, où on met l'emphase sur son animalité et même son animalité versus les autres mutants, cette série est pour vous. Un Wolverine alerte, dangereux, qui ne croit pas à l'utopie et qui veut à tout prix protéger Krakoa de la seule façon qu'il sait le faire, en coupant à l'aide de ses griffes tous ceux qui oseraient menacer de proche ou de loin ses proches à lui. Ensuite, Cable. Cette série, comme vous pouvez vous en douter, suit principalement Cable. Cable, dans le reboot, est une jeune version de lui-même qui aurait finalement fini par tuer la vieille version de lui-même un peu avant de venir vivre sur l'île. Bon, c'est un peu compliqué, mais en fait, c'est que Cable, ça fait longtemps qu'il était un peu un problème comme une solution pour Marvel. Beaucoup de problèmes qui venaient out of control. C'était Cable qui apparaissait encore en disant « Oui, dans le futur, vous l'aviez réglé de telle façon, donc réappliquez tel processus » ou « Non, non, vous enlignez vraiment dans le mauvais chemin, vous devez faire autre chose. » Pour régler cette trame, maintenant, jeune Cable est arrivé à l'âge de l'adolescence et utilise les capacités qu'il a appris à force de s'entraîner, et déjà que son pouvoir de mutant est assez fort, pour s'attaquer à la vieille version de lui-même. Bon, évidemment, la vieille version de lui-même s'est pas défendue pour plusieurs raisons. Si la vieille version avait tué la jeune version, il se serait auto-supprimé du temps. Alors combattre éternellement une jeune version de soi-même sans jamais pouvoir la tuer, c'est assez compliqué. Surtout que tu peux pas non plus la capturer parce que tu t'enlèves des années que tu étais censé avoir train ou avoir eu d'autres expériences. Donc, tu es juste pris à toujours fuir. Donc, tant qu'à être, le vieux Cable s'est laissé se faire tuer en laissant quelques items dans un sac pour la jeune version de lui-même, un peu en lui souhaitant bonne chance. Ce jeune Cable, dans sa quête avec Psylocke, a réalisé qu'il ne serait tout simplement jamais capable de laisser des enfants être maltraités ou capturés, et ainsi décide d'aider tout jeune mutant qui pourrait avoir besoin de lui. La majorité des problèmes de Cable viennent du fait qu'il a été capturé très jeune, puis aussi qu'il y a beaucoup de clones de lui, entre autres des clones faits par Mr. Sinister. Alors pour lui, Cable, des mauvaises personnes qui capturent des enfants mutants, c'est inacceptable, puis il faut à tout prix mettre la hache là-dedans.
et régler toutes ces situations-là, même si c'est dangereux pour lui, même si c'est dangereux pour Krakoa, c'est pas grave, il faut sauver les jeunes mutants à tout. Dans ses multiples missions, il demande de l'aide à plusieurs personnes différentes et comme dans les textes de Wolverine ou encore Cyclope dans X-Men, il change son équipe un peu selon ce qu'il a besoin de faire en temps et lieu. Par contre, il y a souvent l'aide des Cuckoos, qui sont des mutants créés par Dr. John Sublime à partir d'ovules d'Emma Frost, alors qu'elle était dans un état de coma. Les Cuckoos sont tous des jeunes versions d'Emma Frost, un peu moins fortes, qui n'ont pas la capacité de devenir en diamant, mais qui ont un hive mind très puissant. Leur esprit est toujours connecté de façon permanente, ce qui leur permet de canaliser toute leur télépathie ensemble pour atteindre un plus grand spectre que ce qu'un mutant télépathe serait capable de faire normalement. Et ils sont aussi capables de servir d'antenne relais. Donc quand les Cuckoos se séparent un peu partout sur la planète, Emma Frost est comme capable de parler à n'importe qui et avoir une connexion avec un peu tous les pays avec lesquels elle fait affaire dans l'espace de quelques secondes de connexion mentale. Cette série nous permet de découvrir le nouveau Cable dans plusieurs scénarios, puis j'aime ça parce que au début, j'étais pas fan encore un reboot de Cable. C'est comme tant qu'à vouloir régler Cable, faites juste l'enlever. Mais au final, à force de le lire, à force de le voir dans d'autres séries, je commence vraiment à l'apprécier de plus en plus. Il est très pertinent à Krakoa. Sa quête identitaire comme adolescent est aussi pertinent pour plein de monde, je suis certain. Puis sur ça, je vous souhaite bonne lecture. Ensuite, on a Aliens. Si vous aimez la Suicide Squad de DC, je vois pas comment vous n'aimeriez pas Alien. Alien regroupe les mutants les plus dysfonctionnels de l'île, qui se font donner la tâche de régler ce que les bons de mœurs ne sauraient régler, tout en permettant aux incontrôlables de cette île de se défouler de part et autre et éviter des catastrophes sur Krakoa. Il y a beaucoup de mutants qui sont très destructeurs, pis t'as pas envie qu'ils mettent cette destruction-là sur Krakoa, fait qu'aussi bien qu'ils se défouler ailleurs. Cette troupe de dysfonctionnels est composée de Empath, Havoc, Nanny, Orphan Maker, Scalp Hunter, enfin rebaptisé seulement Grey Crow, qui est d'ailleurs son nom de famille. La troupe est menée au combat par nul autre que Psylocke, alors que le groupe est sous la gouverne du conseil par Mr. Sinister lui-même. Dans cette trame, on peut voir comment Mr. Sinister agit lors des conseils et comment celui-ci agit lorsque personne ne peut le regarder. Dans un monde pour mutants, dans lequel il peut rapporter ses soldats à l'infini, il ne se gênera pas pour les envoyer à leur perte encore et encore et encore. Si vous aimez les personnages marginaux et différents, avec des réactions fortes et non proportionnées, cette série va vous rendre accro sans aucun doute. D'ailleurs, Alien a passé très proche d'être dans mon top 3, elle est en ce moment à la 4e position, puisqu'on enchaîne avec ma 3e position, X-Factor. Dans un monde dans lequel on peut rapporter les morts à la vie avec l'aide of the Five et le Resurrection Protocol, on se retrouve par contre avec un problème. On ne peut pas rapporter à la vie un mutant MIA, Missing in Action, puisque l'on veut à tout prix éviter de créer un clone identique d'un vivant pour toutes les implications et problèmes que cela apporterait à l'île, et à la planète et au continuum espace-temps. Le travail du groupe X-Factor devient alors de trouver tous les mutants disparus ou encore de pouvoir apporter ce qu'eux appellent un Proof of Death, de façon à pouvoir mettre le nom du mutant décédé sur la liste des mutants à mettre au protocole de résurrection. Le dirigeant du nouveau groupe X-Factor est nul autre que le Montréalais Northstar, qui, aidé par Polaris, la fille de Magneto, Daken, le fils de Wolverine, Prodigy, Ice Boys et Prestige, se retrouve à devoir œuvrer dans ce monde de meurtres et de personnes disparues. À part Northstar qui a le pouvoir de voler, la majorité de ces personnes-là ont toutes des pouvoirs qui aident directement à la recherche d'autrui, et donc sont des personnes qui ont le talent nécessaire pour retrouver soit un cadavre, ou soit aux pistes qui vont mener au Proof of Death. Si vous aimez les enquêtes, vous serez satisfait par ces arcs qui enchaînent mystère sur mystère. Dans un ton toutefois plus comique que X-Force, par la nature des personnages présents. C'est un peu la contrebalance directe en fait à X-Force, où X-Force s'attarde à des personnages un peu plus brisés et tristes. On a quand même un peu le concept de dramatique dans X-Factor, mais les personnages qui vivent la trame principale le sont moins, puis le drame sont plus dans les personnages secondaires. Comme je disais, cette série fait partie de mes 3 séries préférées X-Men du moment, comme elle regroupe tout ce que je veux dans une BD. Action, développement psychologique, enquête, romance, tout en sachant nous délivrer de la tension avec de petits commentaires comiques par-ci par-là. Bref, je connaissais seulement Polaris et Daken avant de commencer à les lire, et maintenant j'attends chaque sortie avec impatience.
On va se le dire, c'est quand même drôle de voir des écrivains anglais juste marqués dans une bulle qui parlent que les personnages parlent en français parce qu'ils sont pas capables d'actually traduire. La dernière trame de l'univers en ce moment est SWORD. Tout nouvel arc dans l'univers de X-Men, la Special Station SWORD est de nouveau actif. Cable ayant trouvé un moyen de la réactiver, plus précisément un épée gigantesque qui a beaucoup de pouvoir électrique dedans, qui, mis dans le générateur, fait réactiver la station spatiale et sans consommer aucune énergie terrienne et donc sans aucun coût à faire fonctionner. Sans attendre, il place à la tête du programme l'ancienne capitaine de Alpha Flight, Abigail Brand, qui avait arrêté le programme SWORD à la suite du Major Arc Empire. Magneto la convainc de prendre le poste en lui promettant qu'elle serait toujours la première informée et qu'elle n'aurait plus à dépendre d'autres organismes existants. Ce qui avait été d'ailleurs la source du premier disband lors de la conclusion d'Empire. Abigail accepte mais va sans dire qu'elle n'a qu'un seul but, protéger notre système solaire au complet et non pas juste les mutants. Pour ce faire, elle réunit plusieurs mutants talentueux mais qui n'ont pas de lien étroit avec Krakoa pour bâtir son équipe. Il n'y a pas assez de BD en ce moment pour vous en dire beaucoup plus, mais si vous aimez le concept of the Five, plusieurs mutants qui travaillent ensemble pour accomplir ce qui ne peut être accompli, alors SWORD sera prendre votre intérêt de force. En ce moment, cette BD a le potentiel de devenir dans mon top 3, elle n'y figure tout simplement pas par son manque de contenu à ce jour. Pour terminer, X of SWORD est l'arc principal qui a lieu. C'est pas un arc en lui-même comme il s'étale sur toutes les autres trames qui existent. C'est un arc qui est pertinent à lire, mais je sais qu'il peut être difficile à le faire, comme il s'étale dans plusieurs trames et qui peut toucher certains personnages que vous connaissez moins. Mais c'est un arc qui est vraiment bon. C'est pour ça que je vous dis, même sans lire les autres trames, allez juste lire ceux de X of SWORD dans les trames que vous lisez pas, puis vous serez pas déçus. Dans cet arc-là, on se penche beaucoup sur le passé d'Apocalypse et sur la création des premiers mutants et comment ces premiers mutants-là vivaient et c'est quoi les problèmes que ces premiers mutants-là devaient avoir à l'époque. Qui plus est, on voit aussi se dérouler un grand tournoi pour le futur de notre dimension. 10 champions de chaque côté, une épée légendaire chaque pour les représenter. Le tournoi est dirigé par Saturnine elle-même et va venir changer à jamais notre monde et le destin des mutants. Du côté des héros, l'on peut évidemment retrouver Wolverine, Magik, Apocalypse, Gorgon, Captain Britain, Captain Avalon, Cable, Storm et pour finir, Cypher. Et oui, Cypher. Avec un héros de moins que prévu, Gorgon possède 2 épées. Fourberie, manipulation, combat à mort, moment comique, tout en étant une pierre importante dans l'histoire de plusieurs des participants. Bref, je ne saurais vous le conseiller plus. J'espère que vous avez apprécié le petit résumé et que cela vous aidera à vous mettre à la lecture. Pour plus de contenu, je vous invite évidemment à aller sur mon patreon.com/questions de perspective et à la prochaine.